Bonjour à tous, bienvenue au grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Pierre de Villeneuve. Merci d'être avec nous, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes la ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Climat et prévention des risques dont il sera question en deuxième partie d'émission où nous évoquerons ces inondations terribles en Espagne où d'ailleurs 10 000 militaires français de plus vont venir en aide aux populations. Nous reviendrons d'abord sur le budget d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, comment faire adopter ce budget à part un 49.3 ou un débat sans vote, vous allez nous le dire. Et puis nous évoquerons bien sûr en premier lieu les questions de sécurité dont il a été question dans les informations à l'instant. L'ado de 15 ans mort à Poitiers, cet autre de 22 ans dont on apprend la mort à Crépol, victime collatérale du narcotrafic, ces bus incendiés à Rieux-la-Pape également, l'insécurité quasi quotidienne et le refus d'autorité, c'est ce qui est mis en exergue. Bruno Retailleau a-t-il raison de parler de point de rupture? Nous vous poserons la question pour vous interroger ce matin. Clémence Lemestre du journal Les Échos. Bonjour Clémence. Bonjour. Et Mathieu Bock-Côté. Bonjour cher Mathieu. Bonjour. Après l'ado à Poitiers mort hier, 15 ans, ce nouveau drame collatéral des règlements de compte, vraisemblablement lié au narcotrafic. Nicolas, 22 ans. Tué à Crépol, tout comme Thomas. Il y a un an, ils étaient tous les deux camarades dans le même club de rugby. Votre collègue de l'Intérieur, à propos du drame de Poitiers, Bruno Retailleau, indique que nous sommes à un point de bascule et qu'il faut soit une mobilisation générale, soit ce sera la mexicanisation du pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? D'abord, je veux dire toutes mes pensées qui vont vers ces deux jeunes gens. Moi, je suis la mère d'enfants de 13 à 22 ans, donc je me projette évidemment dans ces drames qui sont terribles et dire que en la matière, il faut faire preuve de fermeté. Ça, c'est très clair. Ensuite, on le voit, beaucoup des faits divers qui ont émaillé ces dernières semaines et ces derniers mois sont liés au narcotrafic. Et c'est également un constat, ce narcotrafic s'est renforcé, s'est professionnalisé d'une certaine manière, est devenu très international. C'est la première cause de criminalité en France actuellement. Voilà, et ce qui est assez frappant d'ailleurs, c'est que lorsqu'on regarde les statistiques de crimes, on a une baisse depuis 20 ans de 50%, ce qui est significatif, mais en revanche, une augmentation de la violence autour de tout ce qui est trafic de drogue. Et donc, il faut agir. Et agir très fermement, c'est ce que avait porté Éric Dupond-Moretti, si vous vous en souvenez, qui était une loi très, je dirais, structurante, transformante sur la lutte contre le narcotrafic, qui créait un statut de repenti, qui créait un parquet spécialisé, comme on l'a fait pour la lutte antiterroriste, avec la même fermeté et des magistrats professionnels spécialisés en la matière, et qui allait jusqu'à considérer que même un règlement de compte de nature crapuleuse et qui souvent est traité par des juges non professionnels, donc des jurés sur lesquels on peut faire pression, devait remonter au niveau de ce parquet professionnel, parce que ces petits règlements de compte, en fait, participent de trafic beaucoup plus organisé, qui d'ailleurs, pour certains, viennent financer le terrorisme, et que donc, effectivement, il faut mettre le paquet. Et moi, je soutiens la mise en œuvre de cette loi qui est prête aujourd'hui. Une mexicanisation du pays, est-ce que vous êtes d'accord avec cette image utilisée par votre collègue de l'Intérieur ? Je pense que surtout, il faut agir. Moi, je ne me paye pas de mots, je suis pour l'action. Je suis pour qu'on ait des résultats et c'est clairement ce qu'attendent les Françaises et les Français. Mais la bonne action présuppose de bons diagnostics. Vous avez utilisé le terme « fait divers » pour parler de ces événements. Bruno Retailleau, je me permets de revenir sur ce terme, utilise le mot « mexicanisation ». On ne décrit pas la même situation s'il s'agit d'une accumulation de faits divers ou s'il s'agit d'une guerre. C'est exactement ce que je disais, Mathieu Bock-Côté. C'est-à-dire que les faits divers doivent être reliés de manière plus spécifique au narcotrafic, de manière à traiter l'intégralité de ce sujet. Il ne faut pas traiter un fait divers qui met en jeu un trafic de stupéfiants comme un fait divers normal, précisément parce qu'il participe d'un trafic qui est plus important, où en gros il faut aller chercher les gros poissons. Je pense que tout le monde le comprendra. Si on veut être efficace, il faut remonter la filière. C'est ce qu'a fait l'Italie avec la lutte contre la mafia. C'est qu'à un moment, elle a mis en place une loi qui a permis de traiter les repentis,
d'avoir un parquet spécialisé et de systématiquement prendre tous les faits petits ou plus importants pour les rattacher à cette lutte contre un phénomène qui gangrénait à l'époque l'Italie. Mais il y a les gros poissons, comme vous dites, je reprends vos termes, qu'il faut traquer par différents moyens. Et puis, il y a aussi les jeunes, qui sont de plus en plus jeunes, qui se font enrôler dans ce narcotrafic et qui sont à l'origine également de ces bus caillassés incendiés dans la nuit d'Halloween à Rieux-la-Pape. Le maire Alexandre Vincendet a donné l'âge des interpellés, 13 à 17 ans. Ça veut dire que les peines ne sont pas du tout les mêmes, puisqu'il y a l'excuse de minorité. Il souhaite priver les parents d'aide municipale si des faits identiques se reproduisent. Est-ce qu'il a raison de proposer ça? Est-ce que vous le suivez dans cette démarche? Alors, il est maire, c'est lui qui attribue les aides. Et je respecte ses choix politiques. En revanche, lorsqu'on parle des aides nationales, l'automaticité d'un retrait des aides est questionnable. Là aussi, il ne faut pas réagir à chaud. Vous avez deux types de situations. Nous, on l'a vu lorsqu'on a analysé... Il réagit à chaud pour vous? Je ne dis pas ça. Je dis, s'agissant du gouvernement, il ne faut pas réagir à chaud. Il faut prendre de la hauteur par rapport au sujet. Lorsqu'on a analysé les situations des jeunes qui étaient impliqués dans les émeutes de l'année dernière, on a pu constater qu'il y avait souvent la démission des parents. Et dans ces situations-là, il faut pouvoir agir. On a également constaté que beaucoup de familles étaient des familles monoparentales, où la mère se battait pour maintenir, je dirais... aller chercher de l'argent pour ses enfants avec des fratries de 2, 3 travaillent parfois la nuit. Travaillent pas la nuit. Il y a des cas comme ça, mais ce n'est pas tous les cas. C'est pas tous les cas, mais c'était très représentatif et représenté de manière très importante dans ce qu'on a pu analyser. Et donc, il faut aussi agir sur ce volet-là, notamment impliquer les pères démissionnaires, notamment agir par rapport à ces situations. Parce qu'une mère qui est dépassée par la situation, qui parfois se fait même violenter par son ado qui fait 15 cm de plus qu'elle, 20 kilos de plus qu'elle, elle doit aussi être accompagnée. Et je pense que dans ces sujets-là, pas d'automaticité, mais bien sûr... Mais vous avez et pas d'automaticité des cas non plus, ce n'est pas toujours... Exactement. Vous avez un diagnostic. Mais c'est pour ça que ce diagnostic, il doit être fait dans la nuance, mais qu'en revanche, il va falloir pouvoir accompagner. Moi, je suis pour le respect de l'autorité. Le respect de l'autorité, c'est partout. Oui, mais l'enjeu suivant, c'est que l'autorité n'est pas toujours la même. Et c'est pour tous les âges, parce qu'il y a aussi cette notion d'exemplarité. Je trouve affolant aujourd'hui de voir qu'à l'hôpital, des aides-soignantes, des infirmières se font insulter pas par des jeunes, parce qu'il y a un mais refus par des de l'autorité. citoyens. Il y a un refus. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'autorité, Agnès Pannier-Runacher ? Nous devons faire en sorte que toutes les figures d'autorité, à l'école, à l'hôpital, dans les services publics, et pas seulement, et évidemment aussi les forces de l'ordre, les magistrats, soient respectées, et par tous, quelle que soit votre couleur de peau, et quel que soit votre âge. Est-ce que vous n'avez pas un diagnostic incomplet? Je m'explique. Vous parlez des figures d'autorité. Mais pour reprendre la formule encore une fois de Bruno Retailleau, il y a des petits narco-États qui se constituent sur le territoire national. Dans le même esprit, les autorités, les gangs de la drogue sont les autorités alternatives à l'État français. Et ces autorités-là sont respectées parce qu'elles font peur, à la différence quelquefois des autorités nationales. Et j'ajoute un troisième élément, les jeunes qui sont mobilisés quelquefois, est-ce que ce ne sont pas les enfants soldats du trafic de la drogue aujourd'hui? C'est-à-dire, on connaissait le phénomène des enfants soldats en Afrique autrefois, et encore aujourd'hui un peu. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des enfants soldats du trafic de la drogue en France aujourd'hui, utilisés comme tels par les gangs et les mafias? Mais c'est pour ça qu'il faut attaquer ces narcotrafiquants et qu'il faut attaquer les gros poissons. C'est pour ça qu'il faut remonter les filières. C'est pour ça qu'il faut aussi utiliser toutes les armes financières pour pouvoir taper au portefeuille de ces gangs. On le sait que les jeunes, lorsqu'ils sont enrôlés, sont menacés. Sont battus à mort. C'est-à-dire qu'il n'est pas facile de sortir du trafic du drogue une fois que vous êtes enrôlé. On vous fait miroiter une vie facile et derrière, si vous ne faites pas ou ne rapportez pas ce que vous devez rapporter, c'est une forme de trafic humain, comme on le trouve dans la prostitution. Et face à cela, effectivement, aucune tolérance n'est possible. Clémence Lemestre. Sur l'immigration, Bruno Retailleau a également annoncé des mesures.
Il a annoncé, il veut remettre en place les procédés anciens et de retour des émigrés vers leur pays d'origine. L'idée, c'est de libérer les CRA, les CRA. Il leur donner plus de capacité d'accueil. Donc, on parle des vols groupés, ce qui avait été fait par Nicolas Sarkozy et Charles Pasqua. Est-ce que là, vous êtes sur ce volet-là solidaire avec le ministre de l'Intérieur? Vous pensez qu'il faut renvoyer davantage? Mais en fait, il faut juste respecter la loi. Un OQTF, c'est un départ du territoire. Moi, je pense que les Français attendent effectivement de Bruno Retailleau d'être efficace. Les instruments législatifs existent. On n'a pas attendu Bruno Retailleau pour travailler avec les pays de départ d'immigration et les pays de transit, parce que c'est également très important. Là aussi, il faut s'attaquer au cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est les passeurs. Le cœur du sujet, c'est des gens qui font miroiter un Éden qui serait l'Europe contre des montants astronomiques. Mais vous êtes favorable au charter ? Payés par ceux qui partent de leur pays et qui en réalité affrontent des violences sans nom. On va parler de l'immigration et d'autres sujets. Le budget également qui nous attend. Agnès Pannier-Runacher est l'invitée du Grand Rendez-vous ce matin. À tout de suite. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, est l'invitée du Grand Rendez-vous ce matin. On était resté un peu au milieu du gué avant la pause publicitaire. Agnès Pannier-Runacher et Mathieu Bocoté vous interrogeaient sur ces fameux charters qui refont surface tout d'un coup avec Bruno Retailleau. On se souvient de Charles Pasqua, ensuite Nicolas Sarkozy utilisait ce procédé. Concrètement, vous êtes pour ou vous êtes contre ? Écoutez, moi je pense qu'il faut surtout aller à la source de cette immigration, des causes de l'immigration. Donc, parce que vous avez dit qu'il fallait traiter l'immigration avec humanité. Est-ce que le procédé du vol groupé, autrement dit le charter, est aujourd'hui pour vous une preuve d'humanité envers les immigrés ? Mais en fait, ça ne répond pas à la question. La question, elle est comment agissons-nous pour limiter l'immigration illégale ? Mais une fois qu'ils sont ici et qu'ils doivent repartir, cette question se pose aussi. Essayons quand même d'aborder le fond de la question. Le fond de la question, c'est comment on agit pour qu'il n'y ait pas une immigration importante vers l'Europe qui ne soit pas souhaitée. Vous avez 3 causes d'immigration. Vous avez les guerres et les dictatures. Ouais. Et ça, c'est notre honneur d'accueillir des réfugiés qui demandent l'asile politique. Y compris les 20 millions de femmes afghanes, si elles le demandent. Écoutez, il se trouve que pour le moment, elles ne sont pas en situation de le demander. Et je pense que le monde devrait se mobiliser pour faire en sorte qu'elles vivent dans un monde un peu plus agréable, si je puis me permettre. Sur le plan juridique, elles le peuvent. Deuxième sujet, c'est les réfugiés climatiques. Et c'est les réfugiés économiques. Et pour les réfugiés climatiques et les réfugiés économiques, il faut agir. Et agir, c'est agir à la source, c'est-à-dire favoriser le développement pour qu'un certain nombre de pays en développement ne se retrouvent pas privés de leur jeunesse. C'est ça le cœur de l'action. Ça s'appelle fixer les populations, mais on n'est jamais arrivé. C'est là où on a l'efficacité. Et c'est pour ça que c'est important, dans les budgets qu'on porte et dans les politiques qu'on porte, d'avoir ce volet-là. Il est extrêmement important. Et sur le climat, si on n'agit pas contre le dérèglement climatique, vous allez mettre sur les routes des millions de personnes. Ça ne sera pas des milliers. Ça sera des millions de personnes. J'entends cette vision d'ensemble et elle est importante. Je pense que cette vision est absolument essentielle. Donc, mais pour le retour de ceux qui sont déjà ici, qui doivent repartir. Entre l'anecdote de mettre 10 personnes dans un avion et le fait d'agir à la source de l'immigration, le fait effectivement d'attaquer les passeurs. Moi, je viens d'un département, j'ai été élue d'un département, le Pas-de-Calais, où toutes les semaines, vous avez des migrants qui veulent partir de France. Oui. Ils veulent partir de France et ils partent dans des conditions épouvantables. Et toutes les semaines, on les ramasse sur les plages. Mais tout ça est fondamental. Mais là, il y a une question qui se pose concrètement, politiquement, aujourd'hui. C'est le retour d'une pratique qui n'était plus considérée, les charters, par votre gouvernement. Est-ce qu'il s'agit, selon vous, d'une bonne manière? Tout ce que vous avez dit est très intéressant, mais pour ou contre l'utilisation des charters? Mais c'est tellement plus essentiel que de se poser la question, est-ce qu'on fait revenir 5 personnes mais je vous pose quand même cette question-là, vous me pardonnerez. Dans un charter? Moi, je ne partage pas cette vision. Je vous le dis très simplement parce que je souhaite... Vous ne partagez pas quelle vision? Pas dans la distraction, mais qu'on s'intéresse aux causes fondamentales. Donc le charter, c'est une distraction? Aux causes fondamentales de l'immigration. Agnès Pannier-Runacher, avant toute réforme quelconque, la feuille de route de Michel Barnier, c'est d'adopter
le budget. Le Premier ministre a préféré l'examen par la représentation nationale plutôt qu'un 49.3 d'office. Le texte revient mardi à l'Assemblée. Cependant, le climat, dès demain, vous avez des profs, des syndicats de la fonction publique hospitalière, certains journalistes du service public qui se mettent en grève, les agriculteurs, vous le savez, puisque dans votre département également, ils sont très présents, menacent. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux accélérer la cadence ? Je crois que l'enjeu que nous avons, c'est d'adopter un budget en responsabilité, en faisant en sorte que la démocratie puisse faire son travail. La démocratie, c'est la représentation populaire. C'est la représentation nationale. Elle a été élue au mois de juillet dernier. Elle représente les Français. Elle doit pouvoir faire son travail et c'est ce que nous souhaitons. Donc nous allons laisser les différents groupes politiques travailler examiner le budget. Tous les amendements pour arriver à un débat sans vote, puisque ça va tranquillement aller vers le Sénat et selon l'article 47, on n'aura pas besoin d'utiliser 49.3. Il appartient à l'Assemblée nationale d'agir. Vous avez pu constater que mon groupe politique, Ensemble pour la République, avait retiré des amendements pour accélérer les débats. Vous avez constaté aussi que les autres groupes aussi. Nouveau Front Populaire avait retiré des amendements et la droite républicaine également. Donc, mais ça suffit pas. C'est aujourd'hui... Ça, je ne vais pas me mettre à la place des députés. C'est eux qui sont aujourd'hui à la manœuvre et je sais compter sur leur responsabilité pour aller jusqu'au bout de l'examen. Mais je pense que c'est important. C'est important que la démocratie soit respectée. C'est important que le vote des Français soit respecté. Clémence Lemestre. En même temps, comme vous dites, le vote des Français ne sera pas forcément respecté si ça part au Sénat sans vote. Que pensez-vous justement sur cette... Vous parlez beaucoup de démocratie, de discussion à l'Assemblée nationale, c'est intéressant, il y a plein d'amendements, il en reste 1500. On est déjà à 40 milliards d'impôts en plus. Ça va s'arrêter où ? Vous allez laisser les milliards d'impôts s'accumuler ? Alors, moi, je ne peux que constater, et vous le dites très bien, que 40 milliards d'impôts en plus... c'est impossible à supporter économiquement. Ça mettrait à genoux notre économie. Et ce sont des milliards qui, évidemment, frappent les classes moyennes. Parce qu'on ne sait pas aller trouver 40 milliards d'impôts comme ça, soi-disant sur les plus aisés. Et donc, ce sont des impôts qui portent massivement sur ceux qui travaillent dans notre pays. Donc, ceci étant posé, on a une Assemblée nationale, elle doit aller jusqu'au bout du texte. On a un Sénat qui examinera le texte, qui, je pense, ne partage pas la même vision sur la question de l'imposition. Et on prendra nos responsabilités pour avoir un budget qui permette de baisser notre déficit public. Ça, c'est notre responsabilité, qui permette de rendre crédible notre capacité à continuer à payer notre dette, parce que tout l'enjeu qu'il y a derrière, c'est que la signature de la France reste de bonne qualité, c'est-à-dire que notre niveau de taux d'intérêt reste le plus petit possible. C'est les agences de notation qui notent cette fameuse dette de la France commencent à avoir des perspectives négatives, ce qui va faire augmenter nos taux d'intérêt. Il faut avoir en tête Moody's parle de risque grandissant de la gestion des finances en France. Juste pour que tout le monde l'ait en tête, une augmentation de 0,1% de notre taux d'intérêt, c'est 3 milliards d'euros en plus à payer à nos financeurs. Je pense que c'est l'intérêt collectif de faire en sorte qu'on n'aille pas payer plus de dettes, mais qu'on mette cet argent dans les politiques publiques, dans le service public, dans la santé, dans l'école, dans l'écologie. Donc, c'est exactement cette ligne que nous avons avec le gouvernement et nous ferons en sorte d'avoir un budget qui soit responsable, mais en allant jusqu'au bout de la discussion. Oui, c'est ce que dit Antoine Armand, qui sera l'invité d'ailleurs demain matin de CNews et d'Europe 1 à 8h10. Il dit « Redresser les finances publiques, c'est agir maintenant pour rester crédible demain ». C'est ce que vous dites aussi Agnès Pannier-Runacher, qui connaissait bien Bercy. Vous y avez été pendant 4 ans. Une enquête est en cours par la Commission des finances sur le dérapage des comptes en 2024. Question directe, est-ce que Bruno Le Maire a menti aux Français ? Écoutez, je le laisserai s'expliquer. Moi, ce que je constate, j'ai été effectivement à Bercy pendant 4 ans. Je n'étais pas en charge des comptes publics, je le précise. Non, mais j'étais en charge de l'industrie et de l'artisanat. De l'artisanat et du commerce. Et du commerce, voilà. Et de la consommation. Qu'est-ce qu'on a quand même observé sur les finances publiques sur l'année 2024 ? 2 choses. La première chose, c'est que nos prévisions de croissance et nos prévisions de chômage étaient bonnes, mais que les recettes que nous avons
obtenus dans notre budget étaient décalés de l'ordre de 20 milliards d'euros. C'est énorme. Donc, pourquoi notre prévision, alors que nous avions les bonnes hypothèses économiques, on n'a pas triché sur les hypothèses économiques, on n'a pas surestimé la croissance, on n'a pas sous-estimé le taux de chômage. On n'a rien sous-estimé en se disant qu'il y avait des échéances électorales qui arrivaient en juin. Non, mais je le dis très factuellement. Oui. On a le bon taux de croissance dans le budget, on a le bon niveau de chômage. Et on n'a pas les bonnes recettes. On n'a pas les bonnes recettes en face. On n'a pas le bon première déficit. chose. Comment on peut expliquer Et la deuxième qu'on n'ait pas chose, les bonnes recettes? pardon, si je peux aller jusqu'au bout, la deuxième chose, c'est que dès le mois de février, en revanche, nous avons pris des mesures de réduction de la dépense publique qui étaient massives. Et nous en avons repris au mois de mai. Mais c'était pas Et suffisant. le budget qui est présenté est très largement fondé sur la copie budgétaire qui avait été préparée par le gouvernement précédent. Moi, je le vois sur le budget de la transition écologique. Grosso modo, la copie présentée par le Premier ministre Attal est à peu près celle du Premier ministre Barnier. Donc, la décélération de la dépense publique avait bien été prise en compte. Clémence. Mais oui, nous devons éclaircir la représentation nationale pour savoir exactement ce qui s'est passé. Est-ce que ce sont nos modèles de prévision qui déraillent ? Est-ce qu'il y a eu une sous-estimation de la dynamique des dépenses des collectivités locales qui, tout en ayant des budgets à l'équilibre, ont beaucoup plus investi, ce qui est une bonne chose, hein, une collectivité locale qui a investi, elle investit au service de ses habitants, mais est-ce que c'est là où on a eu une mauvaise prévision de leur dynamique de dépenses? Il y a eu quelque chose, en tout cas on se pose la question au gouvernement clairement. Il faut éclaircir ça parce que c'est la meilleure façon de redresser les comptes demain. Mais est-ce qu'il n'y a pas une question presque de principe à poser derrière ça? C'est-à-dire, est-ce que fondamentalement, les Français sont trop taxés, trop imposés? Est-ce que fondamentalement, le fardeau fiscal qui pèse sur eux est démesuré en soi? La question est posée par Mathieu Bock-Côté et la réponse, après la pub, Agnès Pannier-Runacher est l'invitée du Grand Rendez-vous. À tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Rendez-vous européen, CNews, Les Échos, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, est notre invité ce matin, et Mathieu Bock-Côté avec donc cette question sur les impôts. Question toute simple, en fait. C'est-à-dire, le commun des mortels regarde sa fiche de paie et constate qu'entre le net et le brut, il paie démesuré, de son point de vue, généralement. Trop d'impôts, plus largement trop de taxes, les charges plus largement. Est-ce qu'en tant que tel, ce n'est pas une question à part entière, l'idée qu'il faudrait baisser significativement le fardeau fiscal pour le commun des mortels? Vous savez, c'est ce qu'on a porté ces 7 dernières années. C'est effectivement le constat que la France est une des championnes du monde, si ce n'est la championne du monde, des prélèvements obligatoires, donc à la fois les impôts et les charges sociales. C'est peut-être pas un titre désirable. Ce que vous dites sur le décalage entre la somme en haut de la fiche de paye et puis ce qui est finalement payé en bas de la fiche de paye, et que c'est un frein au développement de l'économie. Et d'ailleurs, la baisse de près de 50 milliards d'euros des impôts est concomitante à la création de 2,5 millions d'emplois en France. Elle est concomitante avec une baisse importante du chômage en France. Dans mon territoire, sur certains bassins d'emploi, on est passé de 15% de chômage à moins de 10%. Et tout ça, c'est bien, Agnès Pannier-Runacher, mais c'est le passé. Énorme. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est pour ça que face au déficit, les augmentations, qu'est-ce qu'on fait face à la dette? C'est pour ça que nous, ce que nous portons, c'est des augmentations d'impôts. Alors, dans une situation où le déficit public a dérapé, les augmentations d'impôts ne peuvent être que ultra ciblées et elles doivent être provisoires. Mais il n'y a pas que les impôts. Il y a par exemple l'augmentation du délai de carence à 3 jours pour le remboursement des arrêts maladie chez les fonctionnaires. Ça fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que ça, par exemple, vous y êtes favorable? Ça, c'est une baisse des dépenses. C'est pas tout à fait la même chose. Ah, mais dans un système où vous avez des dépenses et des recettes... Il y a 2 caisses, il y a les dépenses et les recettes. Exactement. Mais vous entendez bien qu'au final, c'est de l'argent, et c'est ce que dit Mathieu. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est pour chacun d'entre nous, on a une fiche de paye et puis on a ce qu'on paye en plus ou pas. Oui, mais justement, la question qui est posée, c'est comment on utilise l'argent des impôts, l'argent de nous tous, des contribuables, pour les meilleures dépenses publiques. Et comment on fait pour avoir ce système de sécurité sociale que tout le monde nous envie à l'international. C'est pour ça que je reviens au jour de carence, que tout le monde nous envie à l'international, qui nous permet d'être pris en charge pour des cancers, des accidents de la vie majeurs avec un minimum de frais. On s'en rend compte quand on voyage à l'étranger. Beaucoup d'observateurs se demandent si ça va durer encore. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être capable aussi de faire des efforts et de baisser nos dépenses publiques. Donc,
il ne doit pas avoir de tabou sur la question, par exemple, des jours de carence. C'est-à-dire ? Moi, je suis à l'aise avec le fait que on regarde cela et qu'on aille chercher, la baisse des dépenses liées aux arrêts maladie. On a constaté qu'ils avaient été multipliés ces dernières années. Ça veut dire agir sur deux fronts, surtout pas de stigmatisation de quiconque, mais est-ce que les conditions de travail permettent effectivement de garantir que les gens restent en bonne santé dans leur travail, parce que ça, c'est une partie de la réponse. Et deux, faire en sorte effectivement que ce qui est d'ailleurs aujourd'hui appliqué au privé puisse être appliqué au public. Donc ça ne vous choque pas, parce qu'on dit que vous êtes l'aile gauche du gouvernement. Mais l'aile gauche du gouvernement, c'est pas le je m'en foutisme, pardon. L'aile gauche du gouvernement, c'est des gens qui soutiennent le travail. C'est des gens qui pensent que notre pays a justement, et c'est les grands hussards noirs de la République, de la Troisième République, a fondé l'égalité des chances sur le mérite et sur le travail. Donc ce n'est pas moi qui vais dire on va mettre un obstacle à ceux qui travaillent et ne pas récompenser ça. Ce que dit l'aile gauche, c'est qu'il faut que le travail rémunère mieux. C'est qu'il faut désmicardiser le pays. C'est ce que porte beaucoup Gabriel Attal notamment. Donc attention à ne pas caricaturer l'aile gauche. Sur les dépenses, justement, parce qu'on a beaucoup parlé des recettes et des impôts, sur les dépenses, effectivement, le gouvernement précédent a beaucoup baissé les impôts, c'est un fait. En revanche, sur les dépenses, et c'est aussi une explication du budget qu'on a actuellement, les dépenses ont explosé pour tout plein de bonnes raisons. Vous êtes favorable à quelle baisse de dépenses ? Alors, moi, je peux vous dire qu'on a des baisses de dépenses, ne serait-ce que dans mon budget. Moi, je prends ma part d'effort sur la transition écologique. La question qui est posée, c'est d'avoir la dépense qui a le maximum d'impact. Et c'est pour ça que dans mon budget, par exemple, je soutiens plus l'argent qui est dépensé, par exemple, sur le fonds chaleur, qui est un dispositif qui permet aux collectivités locales de développer des réseaux de chaleur qui font baisser la facture des Français et qui font baisser les émissions de gaz à effet de serre, que des dépenses sur d'autres périmètres. Il me semble, par exemple, que sur ma prime rénov', on peut aller faire quelques économies sans mettre en difficulté notre économie. Donc, et le fonds notre chaleur, transition. Justement, vous le maintenez, le fonds chaleur ? Le fonds chaleur, de mon point de vue, il faut effectivement donner les moyens aux collectivités locales de développer des dispositifs qui font baisser la facture des Français et qui baissent nos émissions de gaz à effet de serre. C'est gagnant-gagnant. Ça fait partie des dispositifs qui, en plus, suscitent le maximum d'investissement et donc de retombées économiques dans notre pays. Donc, vous voyez, sélectionner la bonne dépense publique, faire en sorte que ce soit une dépense publique qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse dans notre pays et qui, en même temps, permet d'améliorer notre bilan écologique, ça, c'est gagnant. Et donc, justement, pour continuer là-dessus, vous êtes plutôt favorable à une taxe sur le gaz que augmenter les taxes sur l'électricité? Alors, pour reprendre moi, votre en tant que raisonnement. ministre de l'Énergie, je suis défavorable à l'augmentation de la fiscalité sur l'énergie en général, au-delà du fait qu'on revienne à la situation antérieure. Vous savez que nous avions mis en place un bouclier énergétique et que le Parlement, d'ailleurs, a rétabli et que les Français sont très sensibles à leur facture d'électricité et de gaz. Et de gaz. Donc, alors, il n'est pas question pour moi de dire qu'il faut augmenter la taxation de telle énergie ou de telle autre. En revanche, ce qui est important, c'est que l'électricité qui est produite en France, qui crée de l'emploi en France, qui a des retombées économiques en France et qui est souveraine, soit plus taxée que le gaz qui est produit à l'étranger, qui crée une dépendance. Regardez ce qui s'est passé avec la Russie, mais également le Moyen-Orient ou les États-Unis. Nous sommes dépendants d'importation de ces différentes zones géographiques. Bien, moi, j'ai choisi mon camp. Il vaut mieux soutenir l'électricité que le gaz. Et puis, l'électricité, en France, elle est quasiment à 100% décarbonée. C'est pas le cas du gaz. Donc, taxer plus l'électricité que le gaz, c'est contre-productif, économiquement et écologiquement. C'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Agnès Pannier-Runacher, vous avez été ministre effectivement de l'Industrie, vous êtes aujourd'hui ministre de l'Écologie, donc du coup important
Et intéressant ce matin de vous entendre aussi sur la filière automobile qui rencontre beaucoup de difficultés. Cette transition vers la voiture 100% électrique qui est remise en cause maintenant, même par certains grands constructeurs allemands, est-elle encore possible dans un agenda aussi court ? Mais je crois qu'il faut arrêter d'être naïf. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que vous avez des pays qui sont en train de produire massivement des véhicules électriques, qui sont en train de les vendre massivement, notamment en Europe, et qui rencontrent leur Vous parlez des voitures chinoises. Je parle effectivement des voitures chinoises, et que si notre secteur automobile ne s'adapte pas à ça, ça fera comme la transition entre la photo argentique et la photo numérique, c'est-à-dire que les acteurs de la technologie d'avant vont disparaître. Moi, je me bats pour que notre secteur automobile se transforme et reste compétitif. Est-ce qu'on va faire comme en Allemagne, on va arrêter de payer les bonus ? Alors déjà, on continue de payer des bonus. On a une enveloppe dans le budget, certes, qui a été recentrée, mais qui reste importante. Ça, c'est un point important. Mais surtout, on accompagne. Aujourd'hui, avec la mesure que j'avais prise avec Bruno Le Maire l'année dernière et Elisabeth Borne, on avait mis un système qui faisait que le bonus bénéficie à des voitures qui sont construites en Europe et en France parce que leur empreinte écologique est bien meilleure que des voitures qui sont construites à l'autre bout du monde. Et donc, c'est une forme aussi d'accompagnement de la transformation de notre industrie. Il n'y a pas de raison que notre industrie fasse face à de la concurrence déloyale. Mais on arrive à un plafond de verre sur les ventes de voitures. On est à 15% de ventes de voitures neuves en électrique. Les politiques disent « Ah bah, si c'est bien, ça veut dire qu'on sera à 20, 25 ou 30 ». Et les concessionnaires eux-mêmes voient tous les jours des gens qui rendent leur voiture électrique, qui reprennent une thermique parce qu'ils n'arrivent pas à avoir suffisamment d'autonomie. Qu'est-ce que vous leur dites à tous ces gens-là et accessoirement aux concessionnaires ? Je me permets de vous signaler qu'en Chine, c'est 50% des voitures qui sont vendues en électrique. Ici, attendez, je vais jusqu'au bout. En Norvège, c'est 80%. Donc, quand on parle d'un plafond de verre, attention, parce qu'il semblerait que des pays qui ont quelques années d'avance aient dépassé ce plafond de verre. Des concessionnaires qui ont les chiffres sous les yeux tous les jours. Mais moi aussi, je les ai les chiffres et on a passé 20% en 2023. Donc, l'enjeu que nous avons, c'est effectivement d'accompagner cette transformation. Je ne dis pas que c'est facile. C'est évidemment une transformation en profondeur. Mais je rappelle une chose, c'est qu'il y a des milliers d'emplois à la clé. Lorsqu'on crée la batterie électrique, comme on l'a fait avec les gouvernements précédents, dans les Hauts-de-France, que vous avez 4 usines qui sortent de terre, que vous avez 20 000 emplois à la clé. Donc on est dans une transition et toute transition est dure. Et toute transition est dure, il faut l'accompagner. Non, il ne faut pas l'accepter, il ne faut pas la subir. Rien ne serait pire que la subir. Et c'est pour ça que nous agissons. C'est pour ça que l'Union européenne s'autorise à mettre et à taxer les voitures chinoises jusqu'à 35%, justement pour lutter contre la concurrence déloyale. C'est pour ça que nous avons des dispositifs qui sont ciblés sur les voitures qui sont construites dans les conditions écologiques les plus favorables. Il se trouve que ce sont les voitures françaises et européennes. Nous faisons en sorte d'accompagner la filière. Et effectivement, c'est difficile, mais l'enjeu est essentiel. Sinon, c'est notre secteur automobile qui va s'effondrer parce qu'il n'aura pas su se transformer. Agnès Pannier-Runacher, invitée du Grand Rendez-vous, à tout de suite. Dernière partie du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique. La France envoie 10 000 soldats supplémentaires pour venir en aide aux populations espagnoles de la région de Valence, touchées par ces inondations terribles. Le bilan ce matin est de 213 morts. Beaucoup d'observateurs se sont précipités pour dire que ces inondations sont dues au réchauffement climatique. Vous revenez tout juste de Cali, en Colombie, où s'est tenue la COP Diversité. Est-ce que vous partagez ce diagnostic ou est-ce que c'est un raccourci un peu rapide ? Non, on voit bien qu'il y a une multiplication d'épisodes de fortes précipitations qui entraînent des dégâts indescriptibles. Et effectivement, moi, je veux redire, et je l'ai dit à mon homologue espagnol, tout mon soutien aux Espagnols dans ces moments très difficiles. Et il faut avoir les yeux grands ouverts. Je reprends les dernières semaines. Sur 4 semaines, nous avons eu des épisodes d'inondation dans le Pas-de-Calais, en Eure-et-Loire, en Seine-et-Marne, dans l'Ardèche, dans le Rhône, dans le sud-est de la France. Vous êtes rendu d'ailleurs sur le terrain ? Plusieurs fois, et dans le sud-ouest de la France. J'ai fait peut-être 5 déplacements. 3 sont liés aux inondations. J'ai dû tenir un certain nombre de cellules de crise sur ce sujet-là.
on voit bien qu'il y a une accélération. On voit deux choses. Il y a des épisodes plus nombreux, ils sont plus intenses. Ça, c'est l'impact du dérèglement climatique et c'est pour ça qu'il faut agir et qu'il est urgent de mettre le paquet pour agir. Il y a presque une question philosophique qui se pose ici pour plusieurs. D'un côté, certains se disent on peut encore renverser la tendance, c'est-à-dire renverser le dérèglement climatique, et d'autres disent il y a une part probablement fatale à travers cela et on doit s'y adapter le plus possible. Est-ce que ces deux options sont pour vous contradictoires? Absolument pas. En fait, ce que l'on sait, c'est que on ne doit pas dépasser un certain nombre de degrés de réchauffement de la planète, parce que les conséquences seraient immaîtrisables. Et donc, on doit continuer à baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Et je veux dire ici, parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien, non, ça fonctionne. L'Europe a annoncé il y a quelques jours que nous avions baissé nos émissions de gaz à effet de serre de 37% depuis 1990 et que dans le même temps, nous avions augmenté notre PIB, donc la production, la richesse européenne, de 68%. Donc oui, on est capable de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Toujours se pose un peu la même question, c'est-à-dire l'Europe fait d'immenses efforts, l'Amérique du Nord aussi à sa manière, la Chine, l'Inde peut-être un peu moins. Donc autrement dit, les efforts sont portés par le monde occidental. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'efforts ailleurs, je dis que c'est néanmoins l'Europe qui prend une surcharge. Alors attention, parce que nous partons de beaucoup plus haut que les autres. Nous sommes des pays développés et historiquement, nous avons l'empreinte carbone la plus élevée du monde avec les États-Unis et quelques autres pays très développés. Aujourd'hui, des pays en développement ont une empreinte. Vous parliez de l'Inde. Certes, l'empreinte de l'Inde augmente, mais par habitant, elle est plus de 5 fois inférieure à la nôtre. Donc, mais la tendance lourde, c'est nombreux. Ça ne veut pas dire que leur situation... Par habitant, Pierre de Villeneuve, je vous parle par habitant. Mais la situation en Inde est catastrophique, on est d'accord. La situation en Inde surtout, c'est un pays qui est en développement. C'est-à-dire qui a besoin de sortir sa population de la pauvreté. C'est ça qui est en jeu. Donc aujourd'hui, nous, notre responsabilité, c'est de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Méfiez-vous de la Chine. Mais on parlait de l'électrification des véhicules. Elle est aujourd'hui en pole position. Sur les énergies renouvelables, c'est elle qui va le plus rapidement. Mais je reprends votre analyse. Il y a un transfert de l'empreinte carbone légitime. Pourquoi la Chine va si vite? Parce qu'elle a compris qu'il y avait un enjeu économique derrière cette baisse des émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'elle a compris que les technologies qu'on était en train de développer sur les énergies renouvelables, sur le nucléaire d'ailleurs, qui fait partie des technologies bas carbone, sur la voiture électrique, c'était des enjeux économique de demain. Mais les Chinois, ils sont pragmatiques. Ils transforment toutes les usines, les centrales à charbon en centrales nucléaires. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, et vous n'allez pas le nier, Agnès Pannier-Runacher, je sais que vous êtes pro-nucléaire, mais ce n'est pas le cas de tous les partis. Et à chaque fois qu'il faut prendre une décision sur le nucléaire, ça fait débat. Et quand ça fait débat, ça retarde les choses. Alors là, je pense qu'on a une majorité très large qui s'est prononcée à l'Assemblée nationale lorsque j'ai porté... Encore aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec les 3 couloirs de nage? Alors là, la loi que j'ai portée sur l'accélération du nucléaire, elle a été votée par près de 400 députés. C'était il y a 2 ans, mais... C'était pas dans l'actuel... Comment on appelle ça? C'est même plus une majorité. J'utilise cette image des 3 couloirs de nage. Il y a le RN, le Bloc central et le NFP. Pierre de Villeneuve, je ne prends aucun risque en disant qu'il y a une très large majorité en soutien du nucléaire. Y compris à l'intérieur du NFP aujourd'hui? Aujourd'hui, alors pas à l'intérieur du NFP, mais le Parti communiste est favorable au nucléaire, le Parti socialiste est favorable au nucléaire existant et prêt à regarder l'installation de nouveaux réacteurs. Ni les écologistes, ni les insoumis, qui sont majoritaires dans le NFP. Mais ils ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale, et de loin. Personne n'est majoritaire. Ça représente peut-être 20% de l'Assemblée nationale. Lorsque vous avez 60 à 80% des députés... Ce que je veux dire, c'est que s'il y a une discussion aujourd'hui sur le nucléaire, vous n'êtes pas aussi sûr d'avoir la même majorité que vous l'aviez il y a 2 ans. C'est pas vrai. Alors là, je suis tranquille. Attention, vous avez une mouche qui est en train de vous attaquer. Non, je suis très tranquille sur cela. Il y a une majorité aujourd'hui, et des Français, et des députés, et des sénateurs en soutien du nucléaire. C'est très clair. Et nous agissons en faveur du nucléaire. Nous avons relancé cette filière. Vous savez que Flamanville, le réacteur, a été connecté au réseau. Vous savez que nous avons
augmenté la production nucléaire ces 2 dernières années significativement, de l'ordre de 30%. Vous savez que nous avons lancé la construction de nouveaux réacteurs. Tout ça ne se fait pas en claquant dans les doigts, hein. Je veux dire qu'un projet nucléaire, c'est 10 à 15 ans, donc c'est assez long. Mais notre objectif, c'est effectivement de développer le nucléaire. Vous parlez d'une majorité pour le nucléaire à l'Assemblée nationale. Ça implique, si je peux me permettre de le rappeler, les députés du Rassemblement national, qui participent donc d'une majorité légitime sur le nucléaire. Mais au Sénat, je n'ai pas un député, où je dois en avoir un qui est non inscrit, ou quelques-uns, sénateurs, pardon, qui sont non inscrits. J'ai une très large majorité. Mais à l'Assemblée nationale, vous avez référé la majorité à l'Assemblée. Mais j'y avais une majorité, y compris sans l'ERN, lorsque le projet de loi a été voté. Mais cette majorité serait légitime, en fait, est légitime, l'élément du RN dans cette majorité, il est légitime? Non, mais... Je me rappelle parce que vous avez refusé de mémoire de serrer la main du député RN. Parce que je ne serre pas la main aux idées du Rassemblement national. Il se trouve que je serre la main... Sauf sur le nucléaire. Que je serre la main... mais non, c'est pas ce que je dis. Je serre la main aux députés à la sortie du groupe. Mais là, c'était une mise en scène pour montrer la notabilisation du Rassemblement national. Il n'y a pas si longtemps, François Fillon ne serrait pas la main à Marion Maréchal Le Pen dans exactement les mêmes circonstances. Ça montre bien à quel point certains ont changé ou ont évolué et ont finalement un peu perdu leur boussole. Moi, je ne serre pas la main à des idées qui sont contre la France, contre les intérêts des Françaises et des Français qui défendent des pays comme la Russie, qui sont des agresseurs, par exemple. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui peut être reproché au Rassemblement national. Donc, pour revenir à l'écologie, l'enjeu aujourd'hui, c'est de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Nous ne sommes pas les seuls à le faire. Et c'est aussi une bataille économique, il ne faut pas le perdre de vue. Et travailler sur l'acceptabilité. Et c'est pas l'acceptabilité. Après, c'est la désirabilité de ce que nous sommes en train de faire. Parce que il s'agit question pas... de sémantique. C'est important, parce que ce qui est désirable est beaucoup plus agréable. Vous demandez aux agriculteurs l'acceptabilité. Mais, monsieur de Villemot, oui. Les premières victimes du dérèglement climatique, c'est les agriculteurs. Oui, regardez la répétition des événements climatiques qui fait qu'ils ont perdu de revenus ces dernières années. Vous allez demander aux jeunes agriculteurs ce qu'ils pensent de la transition agroécologique. Ils vous disent, il faut la faire. Simplement, donnez-nous les moyens de la faire et ne nous mettez pas en situation d'être en concurrence déloyale. C'est ça leur revendication. C'est pas de nier le dérèglement climatique. Ils sont les premiers concernés. Ils ont perdu des millions d'euros ces dernières années à cause du dérèglement climatique. Est-ce qu'ils le comprennent quand vous allez les voir, Agnès Pannier-Runacher ? Et c'est eux qui le demandent. Dans la plateforme des jeunes agriculteurs, ils demandent un contrat de transition. C'est pas moi qui le dis, c'est les jeunes agriculteurs. Ceux qui se mettent en grève, ceux qui bloquent, ceux qui veulent bloquer le salon de l'agriculture, ceux qui arrivent mais ils sont peut-être pas représentatifs de tous les agriculteurs. Je pose la question. Moi, je vous parle de ceux qui vont reprendre les exploitations agricoles. Vous savez que dans les 10 ans qui viennent, nous allons avoir un départ à la retraite d'à peu près 50% de nos agriculteurs. Les jeunes qui rentrent aujourd'hui dans le métier, leur revendication principale, c'est donnez-nous la possibilité de reprendre avec des contrats de transition écologique des exploitations et faites en sorte que nous ne soyons pas victimes de la concurrence déloyale d'autres pays qui ne font pas ces transitions écologiques. Puis un dernier point, pourquoi c'est important l'écologie ? Parce que c'est la qualité de ce que vous buvez, c'est la qualité de l'eau. C'est la qualité de ce que vous mangez, la qualité de l'alimentation. C'est la qualité de l'air. C'est toutes les maladies environnementales, l'augmentation d'un certain nombre de cancers dont on pense qu'ils ont des raisons environnementales. C'est pour ça que c'est important. Et ça, il n'y a que les Français qui peuvent résoudre les problèmes des Français. C'est pas la faute de la Chine, c'est pas la faute de l'Inde, si nos points de captage sont pollués ou si nous avons une alimentation qui pourrait être s'il vous plaît. polluée. Alors, dans 72 heures environ, un peu plus, on aura le résultat des élections américaines. D'un côté, Donald Trump, de l'autre côté, Kamala Harris. Pour vous, c'est une élection ordinaire comme les autres ou une élection historique comme certains l'entendent? C'est évidemment une élection historique parce que si le candidat Trump est élu, cela peut bouleverser la géopolitique internationale. Je pense évidemment au sujet de l'Ukraine. Je crois que le candidat Trump ne cache pas son souhait de retirer son soutien à l'Ukraine. C'est évidemment très impactant pour l'Europe. Vous savez qu'il y a une guerre aux portes de l'Europe et que si l'Ukraine tombe, la question qui se posera, c'est quel est le pays d'après ?
et qu'à un moment, ça finira par être un pays de l'Union européenne. Donc ça, c'est un point important. Deuxième sujet, on parle de transition écologique, c'est l'attitude et le déni du candidat Trump par rapport au dérèglement climatique. Et là, pour le coup, on a une responsabilité collective de continuer. Merci Agnès Pannier-Runacher d'avoir été l'invitée du Grand Rendez-vous ce dimanche. Très très bonne journée sur nos deux antennes.